Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui traiter le sujet de cas pratique ou de consultation qui a été proposé dans le cadre de l'épreuve d'accès au CRFPA l'année dernière, c'est-à-dire en 2017. C'est l'année de l'épreuve nationale, donc l'année où un seul sujet de procédure pénale a été donné à tous les candidats. Avant cela, je me présente brièvement. Je suis Olivier Bachelet. Je suis magistrat, pénaliste et également enseignant en droit pénal et en procédure pénale. Cela fait maintenant plus de 20 ans que je prépare les candidats à l'entrée au barreau, à l'entrée au CRFPA. Et aujourd'hui, j'enseigne également dans le cadre de la préparation de l'ISP pour ce qui concerne l'ENM. Alors, ce cas pratique, nous allons en parler ce soir. Pour évidemment nous mettre dans le bain, il va s'agir d'en prendre connaissance. Je sais que vous avez eu ce cas pratique par l'intermédiaire de la page de l'ISP, mais pour que les choses soient très claires, je vais brièvement en donner lecture et puis ensuite nous évoquerons son corrigé. Le 20 avril 2017, le commissariat de X reçoit un appel anonyme qui informe que M. Z, déjà bien connu des services de police pour divers délits, vol, extorsion, etc., prépare un cambriolage dans le quartier Cossu de Bel-Air. Quelques policiers se déplacent sur les lieux, mais leur enquête ne révèle rien d'anormal. Alors que deux policiers étaient en surveillance dans le quartier, le 28 avril, ils assistent toutefois à un vol à l'arraché commis par 3 individus sans pouvoir les interpeller. Une heure plus tard, dans le même quartier, les mêmes policiers croisent un jeune homme, Paul Y, qui ressemble trait pour trait à l'un des auteurs du vol et est vêtu de manière identique. Il adopte de plus un comportement fuyant à la vue des forces de l'ordre. Les policiers lui demandent de bien vouloir les suivre et l'amènent au commissariat. Il y est placé en garde à vue à son arrivée à 15h et ses droits lui sont notifiés. Il est entendu par 2 policiers de 15h30 à 17h. Il avoue alors que cela fait plusieurs semaines qu'il commet des vols en groupe et dénonce nommément l'un de ses comparses, Yannick D. Les policiers décident alors de perquisitionner le domicile de ce dernier, qui est absent. La perquisition qui débute à 20h, le même jour, et en présence de 2 voisins de Yannick D, ne permet pas de retrouver les biens qui ont été volés, mais les policiers découvrent une quantité assez importante de cocaïne. Ils choisissent de ne pas saisir le stock, mais de monter une opération pour tenter d'identifier le fournisseur de Yannick D. Ayant réussi à retrouver ce dernier au bout de 8 jours par une mesure de géolocalisation, l'un des policiers se fait passer pour un consommateur de drogue et réussit à obtenir une rencontre avec le fournisseur de Yannick D. Pendant cette rencontre, le fournisseur et Yannick expliquent comment et à quel prix de la cocaïne pourra être achetée. Ces 2 individus sont interpellés à l'issue de cette rencontre. Question très générale, de quels moyens dispose chaque protagoniste pour contester la régularité des opérations policières menées? Alors, ce cas pratique, c'est un cas pratique relativement classique, même en réalité très classique, qui ne pose pas de sérieuses difficultés techniques de procédure pénale. C'est un cas qui est parfaitement possible de résoudre en 2 heures, sous réserve, encore une fois, d'avoir une bonne méthodologie. Et au regard, évidemment, de ce sujet, on peut anticiper sur le type de sujet qui vous sera donné pour ce qui concerne l'épreuve de 2018, puisque, comme vous le savez très certainement, la Commission nationale a indiqué dans un communiqué du 14 décembre dernier que l'épreuve de procédure consisterait pour l'année 2018 à nouveau en une consultation. Donc on peut vraisemblablement se fonder sur le type de sujet donné en 2017 pour s'attendre à un sujet d'une densité similaire. Il faut, pour pouvoir résoudre ce sujet, avoir une méthode sans faille. Il faut avoir une méthode sans faille, sachant qu'à ce propos, je serai bref, nous l'évoquerons évidemment, la méthode au fur et à mesure des éléments de correction que je vais développer, mais juste quelques points essentiels qu'il faut absolument retenir. Que l'on soit en procédure pénale ou en droit pénal, il n'est absolument pas utile de reprendre l'énoncé dans le cadre d'une introduction. Ce qui compte, c'est en introduction d'annoncer l'ordre global des développements que vous allez tenir.
Donc, inutile de faire un condensé de l'énoncé. Le correcteur, de toute manière, a l'énoncé sous les yeux. Ça ne sert à rien, il le connaît, l'énoncé. Les faits, en réalité, vous allez les reprendre au fur et à mesure de vos développements pour justifier vos solutions. Mais il ne sert à rien, de manière synthétique, de faire une introduction en reprenant les faits. Vous annoncez globalement l'ordre de vos développements, c'est-à-dire vos grandes parties. Ensuite, vos développements. Vos développements, ils doivent être construits, évidemment. Ils doivent être construits parce qu'ils doivent démontrer un raisonnement logique. Et ce raisonnement logique, il doit pouvoir être perçu aisément par le correcteur au moyen d'un plan apparent. Il vous faut un plan apparent qui va se calquer sur l'énoncé. Parce que, comme c'est le cas pour ce cas pratique, généralement, vous aurez relaté dans l'énoncé qui vous est soumis plusieurs séries d'événements. Eh bien, vous allez adopter un plan qui reprend ces séries d'événements et qui, à l'intérieur de ces séries d'événements, examine la régularité des actes qui ont été entrepris. Enfin, comme je viens de le dire, le raisonnement doit être logique. Il doit s'appuyer sur les faits relatés dans l'énoncé. C'est donc à ce moment-là que vous allez devoir reprendre les faits pour appuyer votre raisonnement, appliquer la règle de droit que vous aurez énoncée au regard des faits relatés. Et puis, il y a un point extrêmement important pour ce qui concerne la procédure pénale. Il faut toujours vous poser la question du cadre juridique dans lequel vous vous situez. En procédure pénale, la question qu'il convient de résoudre est toujours celle de la régularité de la procédure, celle de la régularité des actes qui ont été entrepris. Très généralement, parce qu'en procédure pénale, on vous pose des questions sur la phase préparatoire. Dans 90% des cas, c'est la phase préparatoire qui est en cause. Eh bien, il va s'agir de déterminer dans quelle phase préparatoire on se situe. Est-on dans l'information judiciaire? Est-on dans l'enquête de police? Et si l'on est dans l'enquête de police, est-on dans une enquête préliminaire ou dans une enquête de flagrance? C'est un préalable qu'il est extrêmement important de résoudre parce que le cadre juridique des investigations va déterminer les règles qu'il convient de respecter pour chacun des actes d'investigation qui ont été entrepris. Au regard de cette méthodologie, et s'agissant du sujet qui a été donné l'année dernière, l'on pourrait adopter le plan général suivant que vous voyez s'afficher comme slide du PowerPoint. On a en réalité à la lecture de l'énoncé deux grandes séries d'événements. On a des événements relatifs au vol constatés par les enquêteurs et on a des événements concernant le trafic de stupéfiants, concernant la découverte des stupéfiants. Logiquement, on va donc s'interroger sur la régularité des opérations policières relatives au vol à l'arraché d'abord, et puis les opérations policières relatives aux stupéfiants. La question qui vous est posée, c'est une question très générale. Il va falloir entrer alors dans le détail de la régularité de chacun des actes évoqués. D'abord les opérations policières relatives au vol à l'arraché, ensuite les opérations policières relatives aux stupéfiants, et vous le voyez, à l'intérieur de chacune de ces parties, on va avant tout se poser la question du cadre juridique des investigations, parce qu'encore une fois, ce cadre juridique va déterminer le régime juridique qu'il convient d'appliquer s'agissant de chacun des actes évoqués dans l'énoncé. Un grand A sur le cadre juridique des investigations à chaque fois, et puis un grand B sur la régularité des investigations. C'est un plan très classique qu'il convient systématiquement de reprendre lorsqu'il s'agit de résoudre un cas pratique ou une consultation. Quelle différence entre un cas pratique et une consultation? En réalité, il y en a peu, sachez-le. Il s'agit toujours de se poser la question de la régularité des actes d'investigation. Simplement, dans une consultation, l'on va adopter une forme différente que dans le cas pratique. On va conseiller notre client de développer telle ou telle argumentation à l'encontre de tel ou tel acte d'investigation. Tandis que dans un cas pratique, on va donner une solution, on va trancher. Dans un cas pratique, on va en quelque sorte prendre la place du juge pour rendre une décision sur la régularité
de tel acte d'investigation au regard des règles applicables. Dans la consultation, on se met dans la peau de l'avocat pour donner des pistes, des axes de contestation des actes d'investigation relatés, étant entendu qu'évidemment, ces éléments de contestation doivent être des éléments étayés au regard de la loi, au regard de la jurisprudence. Logiquement, à l'intérieur de l'étude de la régularité des investigations, pour chacune des grandes parties, nous allons de manière chronologique, à tour de rôle, évoquer la régularité des différents actes d'investigation évoqués. D'abord, s'agissant des opérations relatives au vol à l'arraché, on va s'attacher aux opérations de surveillance, on va s'attacher à la conduite de Paul au commissariat, à sa garde à vue, et enfin à la perquisition au domicile de Yannick D., celui qui a été mis en cause par Paul dans les affaires de vol récentes. Et puis pour ce qui concerne les stupéfiants, on va étudier les 3 actes d'investigation évoqués dans l'énoncé. D'abord, la mesure de géolocalisation à l'égard de Yannick, la rencontre avec le fournisseur et Yannick, et enfin l'interpellation de ces 2 protagonistes. Et une fois que l'on aura traité l'ensemble de ces développements, on aura traité l'intégralité du cas pratique. Voyons d'abord, grand 1, les opérations policières relatives au vol à l'arraché. Sur ce point, il faut avant tout se poser la question du cadre juridique des investigations, sachant qu'à la lecture de l'énoncé, il faut distinguer 2 temps. Il faut distinguer 2 temps, d'abord celui qui précède le vol à l'arraché, et puis celui qui suit le vol à l'arraché. L'idée étant de se poser la question de savoir dans quel cadre juridique on se situe. D'abord, il y a une certitude. Nous sommes dans la phase préparatoire de la procédure pénale. On n'est pas dans la phase décisoire, on n'évoque pas un renvoi devant une juridiction de jugement. On est dans la phase préparatoire, dans la phase d'investigation. Et puis, autre certitude, si l'on est bien dans la phase préparatoire de la procédure pénale, on n'est absolument pas dans la phase d'information judiciaire, puisque l'énoncé n'évoque absolument pas la saisine d'un juge d'instruction, l'énoncé n'évoque pas une personne mise en examen ou un témoin assisté, autant d'indices, autant de termes qui auraient dû vous amener à évoquer l'information judiciaire, mais tel n'est pas le cas. On est très clairement dans le cadre d'une enquête de police. Et pour ce qui concerne l'enquête de police, on va se poser la question de savoir si l'on est dans une enquête préliminaire ou dans une enquête de flagrance, et à ce moment-là, il va être nécessaire d'opérer une distinction entre le premier temps relaté dans l'énoncé, c'est-à-dire l'appel anonyme qui révèle des éléments laissant supposer la commission d'un cambriolage, et puis le deuxième temps, c'est-à-dire le temps qui coïncide avec la constatation du vol à l'arraché. Et on va se poser la question de savoir s'il y a flagrance ou non. Sachant que pour résoudre la question, il faut toujours se poser la question de la réunion des 3 critères de la flagrance. 3 critères de la flagrance que vous voyez énoncés sur le slide du PowerPoint. D'abord, le critère de gravité, qui renvoie à la qualification de l'infraction. En effet, une enquête de flagrance coercitive ne peut être entreprise qu'à l'égard de faits qualifiés crime ou de délits punis d'emprisonnement. La flagrance ne peut s'appliquer à l'hypothèse de délits qui ne sont pas punis d'emprisonnement ou à l'hypothèse de simple contravention. Ensuite, il faut vérifier le critère d'objectivité. Critère d'objectivité qui renvoie à la manière dont les faits ont été constatés, soit par les forces de l'ordre elles-mêmes, soit par des tiers. Et puis, il faut s'attacher enfin au critère temporel qui lui renvoie au moment où les faits ont été constatés, étant rappelé article 53 du Code de procédure pénale, que pour qu'il y ait flagrance, il faut que l'infraction soit constatée au moment où elle a été commise ou dans un temps très voisin de sa commission, alinéa 1er et alinéa 2 de l'article 53 du Code de procédure pénale. Qu'en est-il alors des 2 temps qui sont évoqués dans l'énoncé? D'abord, pour ce qui concerne l'appel anonyme relatif au cambriolage.
évidemment qu'il ne peut pas s'agir d'une enquête de flagrance. Il ne peut pas s'agir d'une enquête de flagrance. Certes, le critère de gravité est rempli, parce qu'un cambriolage constitue un vol. Le terme cambriolage, c'est un terme général qui désigne un vol commis dans un local d'habitation ou dans un local professionnel. Or, un tel comportement constitue un délit prévu par l'article 311-4 du Code pénal, délit qui fait encourir 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Sachant que si en plus il y a effraction, eh bien on passe à l'article 311-5 qui prévoit des peines encore plus lourdes. Le critère de gravité est rempli. En revanche, le critère d'objectivité n'est évidemment pas rempli, puisque l'énoncé vous indique expressément que le commissariat reçoit un appel anonyme qui informe d'un projet de cambriolage. Or, il est de jurisprudence constante qu'un appel anonyme, qu'un témoignage anonyme ne peut jamais justifier l'ouverture d'une enquête de flagrance parce qu'un appel anonyme ne peut pas être vérifié. La condition d'objectivité du constat de la situation infractionnelle n'est pas remplie. En l'absence d'identification de celui qui a appelé le commissariat, il n'est pas possible d'ouvrir une enquête de flagrance. Il s'agira donc nécessairement d'une enquête préliminaire. Vous avez plusieurs arrêts de la Chambre criminelle sur les appels anonymes, notamment un arrêt de la Chambre criminelle du 11 juillet 2007. À partir de là, l'on va pouvoir affirmer qu'il y a enquête préliminaire, premier temps. Deuxième temps, pour ce qui concerne le vol à l'arraché, eh bien là, il n'y a pas de difficulté. Évidemment qu'on est dans le cadre d'une situation de flagrance. Évidemment qu'on est dans le cadre d'une situation de flagrance. Un vol à l'arraché constitue un vol en réunion avec violence sans ITT, sans incapacité totale de travail. C'est encore une fois l'article 311-4 du Code pénal, 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Le critère de gravité est rempli. S'agissant du critère d'objectivité, il n'y a pas de difficulté puisque les policiers constatent eux-mêmes la commission de l'infraction. Enfin, s'agissant du critère temporel, là non plus, aucune difficulté puisque les enquêteurs constatent la commission de l'infraction au moment où elle a lieu. On vous dit dans l'énoncé que le vol à l'arraché se produit sous leurs yeux. Il n'y a donc pas de difficulté à ouvrir une enquête de flagrance à compter de cet instant-là, et il importe peu que la flagrance se manifeste dans le cadre d'investigations menées en enquête préliminaire. On a vu à l'instant que, s'agissant de l'appel anonyme, les investigations entreprises justifient non pas l'ouverture d'une enquête de flagrance, mais plutôt l'ouverture d'une enquête préliminaire. Eh bien, à l'occasion d'actes d'investigation relevant de l'enquête préliminaire, il est parfaitement possible aux enquêteurs de constater une infraction flagrante. Si tel n'était pas le cas, évidemment, il y aurait une solution aberrante empêchant les enquêteurs d'avoir recours à des actes coercitifs alors même qu'une infraction est commise sous leurs yeux. Il est certain qu'une situation de flagrance peut être, sans aucun doute, sans aucune difficulté, constatée dans le cadre de l'exécution d'autres actes d'investigation entrepris, par exemple, dans le cadre d'une enquête préliminaire. On a plusieurs arrêts en ce sens, notamment un arrêt de la Chambre criminelle du 5 octobre 2011. Une fois qu'on a posé le cadre juridique des investigations, s'agissant du vol à l'arraché, on va pouvoir alors évoquer la régularité des différents actes d'investigation entrepris. S'agissant de ces différents actes d'investigation entrepris, on va d'abord s'attacher à vérifier la régularité des opérations de surveillance. Alors, sur ce point, il n'y a pas grand-chose à dire. En réalité, l'opération de surveillance, c'est une modalité classique de l'enquête de police qui permet aux enquêteurs de constater des faits ou de relever des indices et de les rapporter sous la forme de procès-verbaux de renseignement. Il n'y a pas de texte qui encadre les opérations de surveillance, hors l'hypothèse particulière des opérations de surveillance prévues par l'article 706-80 du Code de procédure pénale en matière de criminalité et de délinquance organisée. Mais on n'est absolument pas dans ce cadre-là, on n'évoque pas une hypothèse de criminalité ou de délinquance organisée, et on n'évoque pas une surveillance qui aurait lieu hors de la compétence territoriale du commissariat de X. Or, c'est justement l'intérêt
de l'article 706-80 du Code de procédure pénale que de permettre, en matière de criminalité et de délinquance organisée aux enquêteurs, d'étendre leurs compétences, d'étendre leurs actes d'investigation au-delà de leurs compétences territoriales naturelles sur l'ensemble du territoire national. Donc il ne fallait pas tomber dans ce piège. On n'est pas dans l'article 706-80, on est tout simplement dans le cadre de la liberté de la preuve, dans le cadre de l'article 41, la possibilité pour les enquêteurs d'avoir recours à tout acte nécessaire à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. L'article 41 du Code de procédure pénale qui permet aux enquêteurs d'avoir recours à tout acte d'investigation utile à la manifestation de la vérité, sous réserve évidemment que cet acte d'investigation ne soit pas intrusif, qu'il ne porte pas atteinte aux droits et libertés, ce qui est le cas ici. On est sur des opérations de surveillance sur la voie publique. Il n'y a aucune irrégularité à invoquer s'agissant de ces opérations de surveillance qui ont lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire, comme on l'a dit dans le grand A. Mais à l'occasion de ces opérations de surveillance, bien évidemment, il est parfaitement possible de constater une infraction flagrante. Et alors, s'agissant du vol à l'arraché constaté par les enquêteurs, il va s'agir de se poser la question de la régularité de la conduite de Paul Y au commissariat. C'est le deuxième acte d'investigation que l'on évoque dans l'énoncé, la conduite de Paul Y au commissariat. Ici, comme c'est souvent le cas, il va falloir raisonner en deux temps. En premier lieu, on va indiquer que l'on se situe toujours dans l'enquête de flagrance. On a indiqué dans le grand A qu'à partir du moment où il y a constatation du vol à l'arraché, il y a enquête de flagrance. Il va d'abord falloir, s'agissant de la conduite de Paul Y au commissariat, se poser la question de savoir si on est toujours dans l'enquête de flagrance, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enquête de flagrance dure 8 jours et qu'au-delà de 8 jours, on bascule dans l'enquête préliminaire. Donc il fallait souligner que la conduite de Paul Y au commissariat a bien lieu dans le temps de la flagrance, puisque dans l'énoncé, il est indiqué qu'une heure plus tard, dans le même quartier, les policiers croisent un jeune homme, Paul Y. Une heure plus tard, une heure après la constatation de l'infraction en situation de flagrance, on est bien évidemment dans le délai de 8 jours, pas de difficulté. Ce sont bien les actes de la flagrance qui vont s'appliquer. Et puis en second lieu, il va s'agir de qualifier les actes entrepris sur la voie publique à l'égard de Paul par les policiers. Alors, à ce propos, l'énoncé est assez laconique, puisque l'on vous dit que les policiers demandent à Paul de bien vouloir les suivre et l'amènent au commissariat. En réalité, il faut voir dans cette partie de l'énoncé le recours classique par les enquêteurs à un contrôle d'identité et à une interpellation. Le contrôle d'identité de police judiciaire en tout premier lieu, puis l'interpellation de Paul Y. Il y a manifestement, au regard de l'énoncé, la réalisation d'un contrôle d'identité de police judiciaire. Pourquoi ? Tout simplement par référence à l'article 78-2, alinéa 1er du Code de procédure pénale. Vous savez que l'article 78-2 du Code de procédure pénale dresse la liste des contrôles d'identité possibles, en particulier le contrôle d'identité de police judiciaire qui va être justifié au regard du comportement adopté par l'agent, au regard du comportement adopté par la personne qui est objet du contrôle. Dans l'énoncé, on vous donne énormément d'informations qui ne permettent pas de vous tromper en réalité sur le type de contrôle. On vous dit que les policiers croisent un jeune homme qui ressemble trait pour trait à l'un des auteurs du vol et est vêtu de manière identique, et on ajoute, il adopte de plus un comportement fuyant à la vue des forces de l'ordre. Autant d'éléments qui permettent de considérer que l'intéressé a participé au vol à l'arraché, autant d'éléments permettant de considérer qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que Paul a participé à la commission d'un crime ou d'un délit, conformément à l'alinéa 1er de l'article 78-2 qui définit le contrôle d'identité de police judiciaire
Ce contrôle d'identité de police judiciaire, il est donc régulier. Il n'y a pas d'axe de contestation à invoquer ici. Vous pouvez par exemple citer un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2006, arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2006, qui a estimé qu'un contrôle d'identité de police judiciaire était parfaitement régulier à l'égard d'un individu qui avait tenté de se dissimuler à la vue des policiers. On est dans une situation identique. Il y a un individu qui, manifestement, essaie de fuir. Il adopte un comportement fuyant. Logiquement, le contrôle d'identité de police judiciaire est justifié. Ensuite, on vous dit que les policiers demandent à Paul de les suivre et l'amènent au commissariat. Alors, cette expression va peut-être vous poser difficulté parce que l'interpellation, au sens commun du terme, vise la situation de celui qui est contraint de se rendre à tel ou tel endroit par les forces de l'ordre. Mais il faut bien comprendre que l'interpellation en procédure pénale, qui est définie par l'article 73 du Code de procédure pénale, désigne non seulement l'hypothèse de celui qui est contraint par la force de se rendre dans les locaux de police ou de gendarmerie, mais aussi l'hypothèse de celui qui est interpellé, qui est arrêté dans son acte et qui est invité à suivre les enquêteurs. Donc, l'on est bien ici dans l'hypothèse d'une interpellation sans aucune difficulté, même s'il n'y a pas eu manifestement usage de la force, puisqu'on lui demande de bien vouloir suivre les policiers et que les policiers l'amènent effectivement au commissariat. Sur ce point, donc, il fallait évidemment faire référence à l'article 73 du Code de procédure pénale, s'agissant de l'interpellation, l'article 73 du Code de procédure pénale qui prévoit les règles en matière d'interpellation. L'interpellation n'est possible qu'à l'égard de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. Là aussi, il n'y a aucune difficulté puisqu'on l'a vu en amont. Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner Paul d'avoir participé à un vol à l'arraché qui fait encourir plusieurs années d'emprisonnement. Donc l'interpellation est parfaitement régulière. Ensuite, après l'interpellation, l'énoncé relate la garde à vue de Paul Y. Il y a, s'agissant de la garde à vue de Paul Y, 3 temps à évoquer. D'abord, il faut se poser la question de l'applicabilité d'une mesure de garde à vue à Paul. Il faut se poser la question de l'applicabilité d'une mesure de garde à vue à Paul, sachant que, conformément à l'article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est définie comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cette personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Il faut donc, pour qu'il y ait recours à une garde à vue, qu'il existe des éléments de soupçon à l'égard de l'intéressé, des éléments de soupçon d'avoir commis un crime ou un délit puni d'emprisonnement. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté encore une fois. Paul est suspecté d'avoir participé à un vol aggravé par 2 circonstances. Plusieurs années d'emprisonnement sont encourues. Le recours à la garde à vue est envisageable à cet égard. Mais il faut avoir à l'esprit alors le fait que la garde à vue, c'est une mesure de contrainte. La garde à vue, c'est une mesure de contrainte, c'est-à-dire que l'on va empêcher évidemment l'intéressé de rentrer chez lui, étant rappelé que le législateur a prévu une autre mesure à côté de la garde à vue, qui est visée par l'article 61-1 du Code de procédure pénale. Cette autre mesure, c'est l'audition libre. Il est parfaitement possible d'entendre le suspect d'un crime ou d'un délit dans le cadre d'une audition libre, dans le cadre donc d'une mesure qui n'est pas coercitive. Dans le cadre d'une mesure qui n'est pas coercitive, or on sait que le recours à la coercition doit être strictement encadré. Le recours à la coercition doit être nécessaire au regard des faits. Or, dans l'énoncé, on vous indique que, finalement, Paul a suivi les enquêteurs pour se rendre dans les locaux du commissariat. Était-il absolument nécessaire de recourir à un placement en garde à vue, c'est-à-dire à une mesure coercitive?
Et alors, vous allez rebondir sur les dispositions de l'article 62-2 du Code de procédure pénale, article 62-2 du Code de procédure pénale, au terme desquels la garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à un certain nombre d'objectifs énumérés par le texte, notamment permettre l'exécution des investigations utiles à la manifestation de la vérité, notamment permettre la présentation de l'intéressé au procureur de la République, notamment et également éviter la disparition des preuves ou éviter des pressions sur les témoins. Autant d'éléments qui doivent être visés par l'officier de police judiciaire lorsqu'il décide de recourir à une garde à vue. Sachant que cette exigence de motiver le recours à la garde à vue au regard de ces différents points listés dans l'article 62-2 est relativement récent, est issu de la loi de réforme de la garde à vue, la loi du 14 avril 2011. Et la Cour de cassation s'est emparée de cette disposition en contrôlant les procédures et en vérifiant que le recours à la garde à vue était évidemment strictement nécessaire. Vous avez notamment un arrêt récent de la Chambre criminelle du 7 juin 2017, un arrêt de la Chambre criminelle du 7 juin 2017 qui souligne dans une affaire donnée où l'intéressé s'était rendu volontairement au commissariat qu'il n'était absolument pas utile de recourir à la mesure de garde à vue. À cet égard, donc, un premier axe de contestation de la régularité de la garde à vue de Paul peut être retenu. Mais ce n'est pas tout. C'est le premier temps. Le deuxième temps, ensuite, pour ce qui concerne la garde à vue, il va falloir s'interroger sur le respect des formes qu'il y a lieu de respecter dans le cadre du placement en garde à vue. En effet, dans l'énoncé, on vous indique que Paul est placé en garde à vue à son arrivée à 15 h et ses droits lui sont notifiés. Finalement, c'est une précision très vague. N'oubliez pas en termes de méthodologie que dans un cas pratique, lorsque on ne vous donne pas d'indication sur la satisfaction de telle ou telle condition, vous n'avez pas à vous poser la question de sa satisfaction, vous devez considérer que ces conditions ont été remplies. Mais lorsque vous avez une précision laconique sur la satisfaction d'une condition, vous devez évidemment rebondir sur le laconisme de cette précision et sur le fait que ça laisse supposer que la condition n'a pas été satisfaite de manière pleine et entière. N'oublions pas en effet qu'en matière de garde à vue, lorsqu'un suspect est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire n'a pas qu'une seule obligation de notification des droits. L'officier de police judiciaire, il doit certes notifier les droits, article 63-1 du Code de procédure pénale, mais il doit aussi notifier à la personne mise en cause la qualification, la date et le lieu présumé de l'infraction. Or, dans l'énoncé, on vous dit qu'il y a une notification des droits, mais on ne vous dit pas que Paul Y s'est informé des faits qu'on lui reproche. On ne vous dit pas qu'il y a une notification sur l'objet des investigations, sur la qualification, la date et le lieu présumé de l'infraction. Bien plus, on vous dit qu'il y a une notification des droits, mais on ne vous dit pas qu'il y a une notification du placement en garde à vue au procureur de la République. Rien n'est dit à ce propos. Or, on sait, encore une fois, c'est l'article 63-1, qu'il est impératif d'informer le procureur de la République d'un placement en garde à vue afin de satisfaire la garantie judiciaire. Tout placement en garde à vue appelle nécessairement une information immédiate du parquet afin d'assurer la garantie judiciaire. Une atteinte à la liberté d'aller et de venir doit toujours être placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, étant rappelé que la méconnaissance de l'une ou de l'autre de ces obligations de notification constitue une cause de nullité assimilée à une nullité d'ordre public, donc synonyme de nullité des auditions menées en garde à vue sans qu'il y ait lieu de prouver l'existence d'un quelconque grief. Vous avez plusieurs arrêts en ce sens. Un arrêt de principe s'agissant de la notification
des faits objet des investigations, l'arrêt du 3 décembre 1996. Et pour ce qui concerne l'absence d'informations faites au parquet, la jurisprudence est constante, encore un arrêt récent du 24 mai 2016. Sur ce deuxième lieu, sur ce deuxième temps, il y a là aussi un axe de contestation de la régularité de la garde à vue. Enfin, en troisième lieu, il va falloir s'interroger sur le respect des droits de la défense accordés à la personne gardée à vue. Là aussi, comme je vous le dis, il ne va pas s'agir de reprendre toutes les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux droits reconnus à la personne mise en cause, le droit d'informer un proche, le droit de faire l'objet d'un examen médical, le droit d'accéder au dossier ou je ne sais quoi. Non, on va se focaliser sur ce qui est relaté dans l'énoncé et sur ce qui pose problème. Or, il y a quelque chose qui pose problème puisqu'on vous dit que Yannick est placé en garde à vue à 15 h, que ses droits lui sont notifiés et qu'il est entendu par 2 policiers de 15h30 à 17h. De 15h30 à 17h. Or, on sait que conformément à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale, conformément à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander, dès le début de sa garde à vue, à être assistée par un avocat. Et si tel est le cas, alors l'officier de police judiciaire doit respecter ce que l'on appelle, en doctrine et en pratique, un délai de carence qui est prévu par le texte, qui est un délai de 2 heures. Délai de 2 heures qui est ménagé à la défense pour permettre à l'avocat de se rendre dans les locaux du commissariat ou de la gendarmerie afin de garantir l'effectivité des droits de la défense de la personne gardée à vue. 2 heures. Or, dans l'énoncé, on vous dit qu'il est placé en garde à vue à 15 h et qu'il est entendu de 15h30 à 17h. Il va donc être parfaitement envisageable d'invoquer la nullité des auditions de garde à vue, en particulier la nullité des PV à l'occasion desquels, qui relatent plutôt les aveux de Paul, sous réserve évidemment qu'il soit établi que Paul a demandé, dès le début de sa garde à vue, à être assisté par un avocat. Si tel est le cas, la méconnaissance du délai de carence constitue une cause de nullité des auditions, comme l'a jugé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2012, arrêt de la Chambre criminelle du 14 février 2012. Enfin, il faut, pour être parfaitement complet sur la garde à vue de Paul Y, faire une incursion sur les autres faits, sur les faits de trafic de stupéfiants. On vous dit dans l'énoncé que, comment s'appelle-t-il, Paul va, à l'occasion de la garde à vue, dénoncer nommément son comparse Yannick D comme participant à des vols commis en groupe. On attend de vous ici que vous vous posiez la question de la possibilité pour Yannick d'invoquer les éventuelles irrégularités de la garde à vue menée à l'égard de Paul. En effet, Yannick a un intérêt à ce que les PV d'audition de Paul soient annulés parce que ce sont dans ces PV d'audition qu'apparaissent son nom en tant que participant au vol en réunion. Il y a donc un intérêt à le faire. Néanmoins, vous allez ici rappeler que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a développé une jurisprudence restrictive en la matière, puisque la Cour de cassation estime que l'irrégularité d'une garde à vue, la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue, ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation que par la partie qu'elle concerne. En d'autres termes, la méconnaissance d'un droit du gardé à vue ne peut être invoquée en tant que cause de nullité que par la personne gardée à vue elle-même, et non pas par un tiers, même dans l'hypothèse où ce tiers aurait été mis en cause à l'occasion de la garde à vue irrégulière. Il va donc falloir ici souligner qu'en tant qu'avocat de Paul, vous pourrez utilement invoquer l'irrégularité de la garde à vue, mais en tant qu'avocat de Yannick, eh bien, vous allez vraisemblablement vous trouver dans une impasse en vertu de cette jurisprudence de la Cour de cassation de 2012 qui limite le champ d'application des nullités aux seules personnes concernées par l'acte d'investigation. C'est là aussi un arrêt de la Chambre criminelle du 14 février 2012. Enfin,
Pour finir sur les opérations relatives au vol à l'arraché, il faut s'attacher à la régularité de la perquisition du domicile de Yannick. Là aussi, 3 temps devaient être évoqués. Un premier temps toujours relatif à la possibilité de recourir à une telle mesure de perquisition. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. L'article 56 du Code de procédure pénale dispose qu'il est possible de recourir à des perquisitions en matière de crime, et l'article 67 complète l'article 56 du Code de procédure pénale en prévoyant également la possibilité de recourir à de tels actes en matière correctionnelle. Il est possible donc d'aller perquisitionner le domicile d'une personne qui dispose d'informations utiles à la manifestation de la vérité, en particulier le domicile d'un suspect. Or, Yannick a été mis en cause formellement par Paul dans ses affaires de vol en réunion. Il est un suspect, le recours à la perquisition est justifié. En deuxième lieu, il faut s'interroger sur le respect des conditions de mise en œuvre de la perquisition. Alors, je sais d'expérience que la condition de mise en œuvre des perquisitions que vous vérifiez toujours, dont vous vous souvenez toujours, c'est la condition relative aux horaires légales, sachant que conformément à l'article 57 du Code de procédure pénale, une perquisition ne peut pas débuter entre 21h et 6h. Mais là, vous n'avez rien à trouver. Il n'y a aucune irrégularité à aller chercher, puisqu'on vous dit que la perquisition débute à 20h. La perquisition débute à 20h, on est parfaitement dans les heures légales. Là où une difficulté pouvait apparaître, c'est sur le fait que Yannick, dès le domiciliaire, donc, n'est pas présent au moment de la perquisition. Or, l'article 57, toujours, prévoit que la perquisition doit être faite en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. La perquisition ne peut être faite qu'en présence du domiciliaire. Peut-être une source d'irrégularité, mais il faut lire un peu plus loin dans le texte et constater que le législateur a prévu qu'en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation d'inviter le domiciliaire à désigner un représentant de son choix ou, à défaut, l'officier de police judiciaire devra choisir 2 témoins requis en dehors des personnes qui se trouvent sous son autorité. On applique ces règles au cas d'espèce et on constate que Yannick est une personne suspectée mais qu'on n'a pas retrouvée. Donc il est difficile évidemment de mener la perquisition en sa présence et il est tout aussi difficile de lui demander de désigner un représentant. Il est donc logique d'avoir recours à 2 témoins. Et d'ailleurs, l'énoncé est très clair, nous dit que les enquêteurs ont recours à 2 voisins. Or, ces 2 voisins, on peut supposer, par hypothèse, qu'ils ne sont pas placés sous l'autorité administrative des enquêteurs. À cet égard, donc, il y a respect des règles prévues par le Code de procédure pénale en matière de perquisition. Enfin, il y a une petite imprécision dans l'énoncé qui peut vous amener à invoquer un axe d'irrégularité, c'est le fait que la perquisition, finalement, elle est entreprise par des policiers, nous dit l'énoncé. Les policiers mènent la perquisition et ils découvrent, à la suite de cela, une importante quantité de cocaïne. On vous parle de policiers. Or, une perquisition, conformément à l'article 56 du Code, une perquisition ne peut être décidée et menée que par un officier de police judiciaire. C'est l'officier de police judiciaire qui décide de la perquisition et l'officier de police judiciaire doit être présent sur les lieux de la perquisition. Là, on n'a pas d'indication. C'est donc une possibilité d'invoquer une cause d'irrégularité si la perquisition n'a pas été menée par un officier de police judiciaire, étant rappelé qu'en matière de perquisition, les irrégularités sont des causes de nullité d'ordre privé, de telle manière qu'il appartiendra à l'intéressé de démontrer un grief, mais en réalité, ce grief sera assez facile à démontrer, puisqu'à l'occasion de la perquisition, on aura découvert des éléments qui vont permettre d'incriminer cette personne, donc la condition de grief sera vraisemblablement respectée. Enfin, en troisième lieu, s'agissant de la réalisation de cette perquisition, il y a lieu de s'interroger sur ce petit passage de l'énoncé qui peut intriguer.
On vous dit en effet dans l'énoncé que les enquêteurs, les policiers, découvrent une quantité assez importante de cocaïne. Ils choisissent de ne pas saisir le stock. Ils choisissent de ne pas saisir le stock, mais de monter une opération pour tenter d'identifier le fournisseur de Yannick. Les enquêteurs constatent la présence de cocaïne, de produits stupéfiants, de produits illégaux, et on sait que dans une telle situation, s'il y a saisie, la confiscation est obligatoire. Mais malgré tout, les enquêteurs décident de laisser les stupéfiants sur place, et il est très clair dans l'énoncé que de la sorte, les enquêteurs entendent user d'une ruse, d'un stratagème, pour finalement récolter des preuves. On est très clairement face à une question relative à la loyauté de la preuve. On attend de vous alors que vous vous posiez la question de savoir si finalement cette perquisition qui n'aboutit pas à la saisie ne doit pas être frappée de nullité en raison finalement d'une certaine déloyauté des enquêteurs qui ont laissé sur place les stupéfiants. En effet, en laissant sur place les stupéfiants, il y a là un stratagème, une ruse destinée à provoquer l'apparition d'une preuve, l'identification notamment du fournisseur de Yannick. Sur ce point, les choses sont assez claires. Il faut avoir à l'esprit la distinction que fait la jurisprudence entre les stratagèmes actifs et les stratagèmes passifs. Le stratagème actif qui est employé par l'enquêteur, c'est-à-dire le piège qui est tendu par l'enquêteur afin d'obtenir la preuve d'une infraction, ces stratagèmes actifs sont prohibés. Sauf cadre légal spécifique, hypothèse des opérations d'infiltration par exemple. Or, ce cadre juridique spécifique qui autorise la déloyauté, le stratagème actif est prohibé. En revanche, le stratagème passif, c'est-à-dire le comportement de l'enquêteur qui consiste simplement à récolter des preuves sans avoir une démarche active dans l'apparition de ces preuves, ces stratagèmes passifs sont tolérés. Vous avez plusieurs arrêts de la chambre criminelle en ce sens, notamment l'hypothèse de l'enquêteur qui se cache dans un placard pour surprendre la conversation entre deux individus, conversation qui permettra de démontrer des faits de corruption. Dans une telle situation, lorsque l'enquêteur n'adopte pas ce stratagème actif, lorsqu'il n'a comportement que passif, alors la déloyauté n'est pas synonyme de nullité. Or, dans l'énoncé, on vous dit qu'il laisse la cocaïne sur place. Il n'y a qu'un stratagème passif qui empêchera de considérer qu'il y a là un comportement déloyal qui serait de nature à vicier la procédure. Justement alors, s'agissant des stupéfiants, grand 2, les opérations policières relatives aux stupéfiants. D'abord, le cadre juridique des investigations. Il n'y a pas de difficulté. Évidemment, on n'est pas dans l'information judiciaire comme précédemment. On n'est pas dans l'information judiciaire comme précédemment. Il va falloir se poser la question de savoir si on est dans la préliminaire ou dans la flagrance. Pour ce qui concerne la distinction, là non plus, il n'y a pas de difficulté. On est bien en enquête de flagrance puisque le critère de gravité est rempli. Il constate la présence de stupéfiants chez Yannick, ce qui est caractéristique du délit de détention de stupéfiants qui fait encourir 10 ans d'emprisonnement, article 222-37 du Code pénal. Le critère de gravité est rempli. Ensuite, s'agissant du critère d'objectivité, pas de difficulté. Les enquêteurs constatent eux-mêmes la présence des stupéfiants. Enfin, le critère temporel. Les enquêteurs constatent l'infraction alors qu'elle est en train d'être commise, les stupéfiants étant dans le domicile de Yannick. On admettra qu'il y a en quelque sorte une détention à cet égard. Et à nouveau, il importe peu que cette infraction de détention de stupéfiants soit apparue dans le cadre d'investigations portant sur d'autres faits. Peu importe, encore une fois, le cadre juridique à l'occasion duquel l'infraction flagrante se manifeste. C'est le même raisonnement que précédemment. Peu importe que la flagrance se manifeste dans un cadre juridique donné, évidemment qu'il est possible alors pour les enquêteurs d'ouvrir une enquête de flagrance. Et on rappellera alors, parce que c'est extrêmement utile au raisonnement, on rappellera alors, s'agissant de la flagrance, 2 points essentiels. On rappellera tout d'abord que l'enquête de flagrance, parce qu'elle entraîne la possibilité de recourir à la force, cette enquête de flagrance, elle est limitée dans le temps.
À compter de la constatation de l'infraction, l'enquête de flagrance ne peut pas durer plus de 8 jours en principe, sauf à ce que le procureur de la République décide d'une prolongation pour 8 jours supplémentaires, sous réserve que les faits objet des investigations fassent encourir au moins 5 ans d'emprisonnement. Mais au-delà des 16 jours, on bascule dans l'enquête préliminaire. Et puis on rappellera ensuite que pour qu'il y ait flagrance, il faut maintenir en quelque sorte l'état de flagrance. Il faut qu'il y ait une continuité des actes d'enquête chaque jour de l'enquête de flagrance. S'il y a discontinuité, alors il n'y a plus flagrance. S'il n'y a pas un acte par jour, alors il n'y a plus flagrance, ce qui va être intéressant de souligner pour la résolution des questions relatives à la régularité des autres actes d'investigation. Alors justement, s'agissant de la régularité des actes d'investigation. D'abord, la question de la mesure de géolocalisation à l'égard de Yannick. Les enquêteurs décident de recourir à une mesure de géolocalisation pour retrouver Yannick. L'énoncé est volontairement ambigu. On vous dit que les enquêteurs ont réussi à retrouver Yannick au bout de 8 jours, par une mesure de géolocalisation. La géolocalisation, de quoi s'agit-il? Vous allez, comme beaucoup d'étudiants, foncer tête baissée sur la géolocalisation dynamique. Mais la géolocalisation, ce n'est pas que la géolocalisation dynamique, ce n'est pas que le suivi en temps réel des déplacements d'une personne ou d'un objet, d'un véhicule. La géolocalisation, c'est aussi une technique d'enquête très classique qui consiste a posteriori à utiliser le bornage d'un téléphone, la plupart du temps, à utiliser le bornage d'un téléphone pour vérifier à quel endroit se trouvait le suspect à quel moment. La mesure de géolocalisation entreprise à l'égard de Yannick peut être une mesure de géolocalisation statique qui a permis de révéler là où il se cache, ou une mesure de géolocalisation dynamique beaucoup plus intrusive qui va suivre ses allées et venues en temps réel. Il fallait donc nécessairement ici évoquer les deux cas de figure. D'abord la géolocalisation statique, ensuite la géolocalisation dynamique. Sur la géolocalisation statique, vous rappelez les dispositions applicables, puisque la géolocalisation statique va intervenir dans le cadre de réquisitions faites aux opérateurs de téléphonie. On va requérir les opérateurs de téléphonie afin d'obtenir la liste des antennes, des bornes qui ont été activées à un moment donné par le téléphone portable de l'intéressé afin de pouvoir localiser le lieu de sa cachette. Et en la matière, vous allez citer donc les dispositions applicables, article 60-1 du Code de procédure pénale, dans l'enquête de flagrance, article 60-1, et l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale, dans l'enquête préliminaire. Et vous allez insister sur le fait que dans l'enquête préliminaire, la réquisition, donc cette mesure de géolocalisation statique, cette réquisition doit donner lieu à une autorisation préalable du procureur de la République, sachant que la méconnaissance de cette règle, l'absence d'une telle autorisation par le procureur de la République, constitue une cause de nullité assimilée à une nullité d'ordre public, donc dispensée de grief. Vous avez plusieurs arrêts en ce sens, notamment un arrêt de la Chambre criminelle du 1er septembre 2005. Or, dans l'énoncé, on vous dit que les enquêteurs ont recours à une mesure de géolocalisation et qu'ils ont, au moyen de cette mesure de géolocalisation, réussi à retrouver Yannick au bout de 8 jours. 8 jours. Or, on sait que l'enquête de flagrance dure 8 jours. Il y a un doute. Est-ce que cette mesure de géolocalisation a eu lieu dans le délai de 8 jours de telle manière qu'on est dans l'enquête de flagrance et que l'autorisation du parquet n'est pas nécessaire? Ou cette mesure est-elle intervenue à l'extrême limite, à l'expiration tout juste du délai, et dans ce cas-là, on bascule en enquête préliminaire et il faut l'autorisation du parquet? En tout cas, il y a là
un axe qui permet de contester la régularité de cette opération de géolocalisation statique. Ensuite, sur la mesure de géolocalisation dynamique, comme d'habitude, vous allez appliquer les textes, vous allez appliquer les dispositions des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale, vous posez la question de savoir si on est en présence d'actes qui peuvent s'appliquer au fait de l'espèce. Il n'y a pas de difficulté à ce propos, puisque l'article 230-32 en matière de géolocalisation dynamique, c'est-à-dire le suivi en temps réel de l'intéressé, l'article 230-32 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de recourir à cet acte d'investigation pour toute infraction faisant encourir au moins 5 ans d'emprisonnement, et s'il s'agit d'infractions contre les personnes, pour des infractions faisant encourir 3 ans d'emprisonnement. On est en matière de détention de stupéfiants, ce sont 10 ans qui sont encourus, pas de difficulté. En second lieu, vous allez évoquer les conditions de mise en œuvre de cet acte d'investigation, étant entendu que vous irez lire l'article 230-33 du Code de procédure pénale, article 230-33 du Code de procédure pénale, que l'on soit dans une enquête préliminaire ou dans une enquête de flagrance, il est possible de recourir à une mesure de géolocalisation dynamique sur autorisation du procureur de la République. Le procureur de la République doit donner son autorisation, sauf situation d'urgence, mais on ne peut pas considérer que ce soit le cas ici. Il faut une autorisation du procureur de la République. L'opération de géolocalisation durant, en principe, 15 jours. La durée de 15 jours, elle apparaît respectée, puisqu'on vous dit que la localisation de Yannick intervient au bout de 8 jours. Mais on ne vous dit rien sur l'autorisation du parquet. Là aussi, il y a un axe d'irrégularité qui peut évidemment être invoqué. Par ailleurs, deuxième acte d'investigation s'agissant des faits relatifs aux stupéfiants, c'est la rencontre avec Yannick D et le fournisseur. On vous dit dans l'énoncé qu'après avoir géolocalisé Yannick, l'un des policiers se fait passer pour un consommateur de drogue et réussit à obtenir une rencontre avec le fournisseur de Yannick. Pendant cette rencontre, le fournisseur et Yannick expliquent comment et à quel prix de la cocaïne pourra être achetée, et ces deux individus sont alors interpellés. Là aussi, la plupart des étudiants aura le réflexe, parce qu'on enseigne assez longuement cette procédure particulière, aura le réflexe d'aller sur la procédure dérogatoire applicable en matière de criminalité et de délinquance organisée. Bon. C'est logique. C'est logique parce que les faits peuvent laisser supposer une opération d'infiltration. L'article 706-81 du Code de procédure pénale, qui prévoit que pour les infractions entrant dans le champ d'application notamment de l'article 706-73, infractions parmi lesquelles figure la détention de stupéfiants, il est possible de recourir à des opérations d'infiltration. C'est-à-dire la possibilité pour les enquêteurs, sous réserve de certaines conditions, la possibilité pour les enquêteurs de se faire passer pour des coauteurs, des complices ou des receleurs. Sauf que il y a une autre disposition dans le Code de procédure pénale qui est spécifique à la lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est l'article 706-32 du Code de procédure pénale qui concerne ce que l'on appelle en pratique la procédure dite de coup d'achat. En matière de lutte contre la cession, l'acquisition de stupéfiants, il est possible pour les enquêteurs de se faire passer pour des consommateurs de stupéfiants et d'acquérir des stupéfiants. Or, dans l'énoncé, on vous dit très clairement que le policier se fait passer pour un consommateur de drogue. Il se fait passer pour un consommateur de drogue et il réussit à obtenir une rencontre. Il ne se fait donc pas passer comme coauteur, complice ou receleur en matière de stupes. Il se fait passer comme consommateur de drogue, ce qui doit vous amener à trancher en faveur de la qualification de l'opération d'investigation en tant qu'opération de coup d'achat. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas lieu de respecter les conditions prévues pour les opérations d'infiltration, article 706-81. Après avoir tranché en faveur de l'opération de coup d'achat, eh bien, on va évoquer les conditions de mise en œuvre de cette
opération. D'abord, évidemment, l'autorisation préalable du procureur de la République. À ce propos, rien n'est dit. On aura donc une possibilité d'invoquer déjà une clause d'irrégularité de cette opération. Et puis surtout, on vous attend sur le terrain de la loyauté. Vous savez que les opérations d'infiltration, comme les opérations de coup d'achat dont il est question ici, sont soumises à la loyauté de la preuve. Et à une limite, il est possible pour les enquêteurs, lorsque le législateur le prévoit, d'avoir recours à des ruses, des stratagèmes pour provoquer l'apparition d'une preuve. Mais ils ne peuvent pas, au moyen de ces ruses, stratagèmes, provoquer la commission de l'infraction. Ils ne peuvent pas, au moyen de ces ruses de stratagèmes, provoquer l'infraction. Ils peuvent provoquer la preuve, mais ils ne peuvent pas provoquer l'infraction. Parce qu'il y a là un comportement bien trop déloyal. Il y a là un comportement qui mènerait la justice à s'auto-alimenter en quelque sorte en infraction, puisque les policiers pourraient eux-mêmes provoquer des infractions. La Cour européenne des droits de l'homme, à ce propos, est très claire. La provocation à la preuve est tolérée, la provocation à l'infraction est prohibée. Jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg, qui est d'ailleurs relayée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Vous avez de très nombreux arrêts à l'occasion de laquelle la Cour de cassation a affirmé que la provocation à l'infraction est une cause de nullité de l'acte d'investigation, une cause de nullité des procès-verbaux ainsi rédigés, une cause de nullité des preuves ainsi révélées. Voir par exemple un arrêt de la chambre criminelle du 5 mai 1999. Que nous dit-on dans l'énoncé ? On nous dit « Un policier se fait passer pour un consommateur de drogue et réussit à obtenir une rencontre avec le fournisseur de Yannick, rencontre au cours de laquelle le fournisseur et Yannick expliquent comment et à quel prix de la cocaïne pourra être achetée. » Tous ces éléments doivent vous amener évidemment à plaider en faveur d'une provocation à l'infraction. C'est un consommateur de drogue qui appelle un fournisseur de drogue et qui, de sa propre initiative, parvient à obtenir un rendez-vous avec ce fournisseur. Il y a sans aucun doute un comportement qui provoque l'infraction. Et ce comportement qui provoque l'infraction est une cause de nullité d'ordre public, puisqu'il s'agit de la méconnaissance d'un principe directeur de procédure pénale, le principe de loyauté. Vous allez donc axer votre défense de votre client sur le terrain de la loyauté en expliquant que finalement, les constatations opérées par les enquêteurs à l'issue de ce rendez-vous devront être annulées, devront être retirées du dossier. Ce qui aura alors des conséquences, petit 3, sur l'interpellation des deux protagonistes. L'interpellation de Yannick, l'interpellation du fournisseur. D'abord, pour ce qui concerne le fournisseur, il n'y a dans l'énoncé pas d'autres éléments permettant de l'impliquer. On vous dit dans l'énoncé qu'ils parviennent à identifier le fournisseur. Très bien, mais on n'a pas d'éléments supplémentaires démontrant qu'il y a des preuves tangibles d'identification. L'annulation des procès-verbaux en lien avec l'opération de coup d'achat va mener au retrait du dossier de la seule preuve impliquant le fournisseur. Or, si on n'a plus de preuves de culpabilité, évidemment qu'il ne peut plus être justifié des autres actes d'investigation, des actes d'investigation subséquents à la réalisation de l'opération de coup d'achat qui, par hypothèse, est annulée. L'interpellation du fournisseur devra donc être elle-même affectée d'une nullité. Quant à Yannick D., la question se pose dans un contexte différent parce que pour Yannick, on a des éléments à charge à son endroit. On a dans l'énoncé des éléments à charge. On a 1, la mise en cause par Paul, et on a 2, surtout en matière de trafic de stupes, la découverte de la cocaïne au domicile de Yannick. Sauf que si l'on obtient la nullité de l'opération de coup d'achat, eh bien, il n'y a plus d'infraction flagrante. Puisque, finalement,
la détention de stupéfiants a été constatée au regard de l'énoncé plus de 8 jours auparavant. Or, on sait que l'enquête de flagrance dure 8 jours, sauf à ce que le parquet ait décidé d'une prolongation de la durée de l'enquête de flagrance. Au moment où Yannick est interpellé, l'on n'est plus dans une situation de flagrance. On n'est plus dans le cadre d'une enquête de flagrance. Or, l'interpellation n'est possible qu'à l'égard d'une personne qui a commis un crime ou un délit flagrant. Faute de flagrance, l'interpellation apparaît donc irrégulière. C'est un autre axe d'irrégularité qu'il fallait déceler, un peu technique, mais qui, à une lecture approfondie de l'énoncé, vous permettait sans aucune difficulté de la découvrir. Voilà pour ces brefs éléments de correction du cas pratique. Je vous laisse à présent me poser vos éventuelles questions. Je vais y répondre dans un instant. Alors, je vois qu'une première question m'a été posée, celle de savoir si il est prévu une correction identique pour le sujet de droit pénal. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé, même si le corrigé est déjà écrit. Mais abonnez-vous à la page de l'ISP et on vous donnera des informations à ce propos. Vraisemblablement, cette correction aura lieu. Alors, je vois une question. Doit-on parler de nullité par contagion affectant les actes dont le support nécessaire était la garde à vue si l'on obtient la nullité de la mesure de garde à vue? Oui, oui. C'est une question que je n'ai pas évoquée par manque de temps, mais bien sûr, à chaque fois que vous évoquez l'irrégularité d'un acte de procédure, vous devez évidemment vous poser la question de savoir si la nullité est encourue. S'agit-il d'une nullité substantielle? S'agit-il d'une nullité textuelle? Et si tel est le cas, l'une ou l'autre, est-ce que cette nullité est soumise à un grief ou non? Et au-delà de cela, vous devez ensuite vous poser la question des conséquences de la nullité sur le reste de la procédure. Si la mesure d'investigation annulée est un acte qui justifie exclusivement les autres actes, alors il y aura application de ce que l'on appelle la théorie de l'arbre empoisonné. L'arbre empoisonné dont les fruits ne sont pas comestibles. Les actes d'investigation qui trouvent leur support exclusif et nécessaire dans un acte annulé sont également affectés par la nullité. Si vous obtenez la nullité de la garde à vue de Paul, évidemment que les autres actes pourront être annulés, mais encore une fois, y a-t-il vraiment une utilité à invoquer cette théorie dans la mesure où, de toute manière, s'agissant des faits de vol à l'arraché, on a une constatation opérée par les enquêteurs. Ce sont des éléments à charge qui ont été récoltés indépendamment de la mesure de garde à vue. Donc finalement, évoquer la théorie de l'arbre empoisonné ici est assez peu utile. En revanche, elle l'est, comme on l'a vu, s'agissant des faits relatifs aux stupéfiants, puisque pour les faits relatifs aux stupéfiants, s'agissant de l'opération de coup d'achat, la nullité de l'opération de coup d'achat aura pour conséquence d'entraîner la nullité de l'interpellation. Alors, un témoignage anonyme peut valider une enquête de flagrance s'il est corroboré par d'autres indices extérieurs, selon vous. Le fait qu'il y ait des allées et venues dans le hall d'un immeuble quotidiennement et que lorsqu'un voisin passe sa tête à son balcon, les personnes du hall se dispersent rapidement suite à cela, constitue-t-il des indices suffisamment corroborants pour valider le témoignage anonyme et donc l'enquête? Alors, manifestement, la question qui m'est posée n'est absolument pas une question relative à la résolution de ce cas pratique. On est dans la situation d'une consultation juridique. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cadre. D'abord, le supposé de principe, un témoignage anonyme peut valider une enquête de flagrance s'il est corroboré par d'autres indices extérieurs. J'ai connaissance de certains arrêts qui ont pu l'admettre, mais il faut des indices extérieurs qui soient forts, qui soient objectifs, généralement constatés par les enquêteurs eux-mêmes. Tout est une question ensuite d'appréciation. Ce que vous évoquez, c'est-à-dire les allées et venues dans un immeuble, le fait qu'un voisin passe sa tête et les constate, si effectivement le voisin dépose et de manière identifiée et donne des éléments de soupçon,
on pourra peut-être effectivement valider l'ouverture d'une enquête de flagrance. Mais encore une fois, tout est une question d'appréciation des faits. On n'est absolument pas dans la résolution du cas pratique qui était l'objet de cette vidéo. Il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie donc pour votre attention et j'espère vous voir bientôt lors de mes cours à l'ISP. Bonne soirée.